Ok. Donc, normalement, c'est le live. Salut à tous. Salut à toutes. On fait les petites modifs et on arrive. Euh, ok. Il y a Sarah qui devrait arriver. Super. Je vois qu'on est déjà 16 connectés. Du coup, on va faire monter Sarah et puis on va pas tarder à démarrer, hein. Mais trop bizarre ce qui se passe. Salut Jérôme, salut Auriel, salut Béatrice, salut Victor, salut à tous. Ah yes. Ah, On y arrive. salut Hello, Sarah. Sarah. Ok, donc tout est bon. Comment tu vas, Sarah? Ça va, bon, les petits couacs de dernière minute, c'est jamais agréable, mais c'est bon, on est là. On est là. Super. Est-ce que vous voulez qu'on attende encore quelques minutes ou si vous voulez, je démarre l'introduction, ça fera venir. Ouais, je pense qu'on peut démarrer, il est 3 déjà. Ok, super. Tu veux que je partage ou tu partages la présentation, Sarah? Qu'est-ce qui Je t'arrange? partage la présentation, mais si tu as des petits mots d'introduction, vas-y, je t'en prie. Super. Déjà, bienvenue à toutes et tous dans le rôti de mamie. Donc, le format rôti, juste pour vous donner un petit mot. Nous, déjà, le collectif IETA, on est un collectif en product design, product management, Scrum, dans les métiers du produit. Et l'objectif en fait de ce format du rôti de mamie qu'on a lancé, c'est d'aborder des sujets qui nous inspirent, qui nous questionnent, dont on a envie de parler. Et pour ça, de faire venir des intervenantes, des intervenants, en l'occurrence aujourd'hui Sarah, pour nous donner leur regard. Et notamment parce qu'on trouve que c'est des personnes qui ont des choses inspirantes à vous partager. Sur le sujet diversité et inclusion. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on l'a appelé les ingrédients essentiels pour l'inclusion. Le sujet diversité et l'inclusion, ça peut être un peu tarte à la crème. Donc, aujourd'hui, on va un peu vous donner un état des lieux, des actions concrètes, des chiffres clés pour comprendre pourquoi ce sujet est encore un sujet d'actualité aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer et s'améliorer tous collectivement, à la fois à titre individuel, mais aussi au sein de l'entreprise, quand on est en responsabilité, les sujets de diversité et d'inclusion dans l'entreprise. Euh, Moi, je voulais vous donner un ou deux chiffres clés. Il y a un chiffre clé qui est fort, notamment dans l'univers des startups, où on a aujourd'hui 39% des employés de startups qui ont déjà été témoins ou victimes de discrimination, avec différents critères, par exemple l'âge, l'origine sociale. Et l'âge est le critère de discrimination numéro un dans l'univers des startups. Et dans l'écosystème du numérique, on se rend compte que euh, un homme de grande ville a quasiment 6 fois plus de chances de postuler un taf dans le numérique qu'une femme de quartier populaire. Et ce chiffre est exponentiel quand on compare aux femmes de zone rurale. Donc on voit qu'il y a encore des différences fondamentales dans le secteur. Je vais te présenter Sarah. Donc Sarah Dufour, tu es une coach engagée sur les questions de diversité et inclusion. Et tu as cofondé une association pour lutter contre le sexisme qui s'appelle La Place des Grenouilles. Tu as démarré ta carrière dans le marketing, puis tu t'es spécialisé dans les produits numériques et aujourd'hui tu accompagnes des équipes et des organisations pour arriver vers un maximum d'agilité. Ton approche, elle favorise à la fois l'humain, mais elle garde aussi une approche très centrée sur la valeur, l'impact. Sarah, est-ce que tu veux démarrer? Et j'ai pas présenté Romain, pardon. Romain Magri, Salut. designer senior chez Yeta, qui co-organise le format rôti Voilà. et qui aujourd'hui va jouer le rôle de euh, gestion du Modérateur. chat, de vos questions, de vos réactions. Voilà. C'est moi la régie. Donc À vous. n'hésitez pas à réagir tout au long de ce talk si vous avez des réactions, des questions, des avis. Sarah, à toi la main.
Merci beaucoup Nadine pour cette introduction. Merci pour l'invitation à Yeïta. Merci Romain pour tout ce qui est logistique et pour la co-animation parce que là, il faut que je vous dise que je vois juste la présentation. Je ne peux pas voir les deux écrans en même temps. Donc, tu me seras d'une grande aide pour me dire s'il y a des choses qu'il faut stopper. En tous les cas, on a prévu des intercalaires de questions pour ne pas les laisser toutes à la fin, pour que ce soit plus interactif. Et donc, j'espère que ça va vous servir dans votre quotidien et peut-être que dès demain, vous allez pouvoir mettre des choses en place. En tout cas, c'est l'objectif. Peut-être aussi un petit disclaimer au départ. Là, on parle d'inclusion. C'est ultra vaste, ultra large. Là, j'ai une vingtaine de minutes pour donner quelques pistes. C'est très rapide, donc ce sera survolé. C'est des questions qui sont complexes, évidemment, qui touchent à des sujets systémiques. Donc, forcément, là, on peut faire qu'un petit survol, une introduction, j'espère, qui vous donnera envie d'aller creuser, déjà sur plusieurs types différents de discrimination, différents types d'actions qu'on peut mettre en place dans différents domaines. Bref, en tout cas, là, c'est qu'une intro, et donc, c'est à creuser. Autre précision, là je parle vraiment dans un périmètre de focaliser sur l'interne. Comment est-ce qu'on fait pour que les salariés ou autres statuts d'ailleurs soient bien, se sentent mieux et pour mieux travailler dans l'entreprise. Alors juste, on est sur ta première slide pour l'instant, je vois qu'il y a quelques soucis pour voir. Ouais, est-ce que tu peux peut-être étendre les paramètres de partage du doc? Oui, j'étais sur la slide préambule. Non, là, on te voyait sur la première. Ouais, j'ai compris. Ouais. Du coup, je ne sais pas parce que j'étais en diaporama et... tu partages... je pense qu'il faut que tu partages ton écran entier. D'accord, ok, bon, on peut faire ça. Très bien. Et pas ouais, peut-être que le document Google suffit pas, je pense. Ok. Ouais. Là, qu'est-ce qui se passe? Je crois que ça a l'air de fonctionner là. Super, merci beaucoup. Super, c'est parti. Ok, merci. Désolée pour ce petit couac. Du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que là, je fais un focus vraiment que sur l'inclusion. Merci pour le retour. Sur l'inclusion et la diversité au sein des équipes, de comment je me sens bien en tant que salarié dans une équipe, dans une entreprise. Là, on met de côté vraiment ce qui est prendre en compte la diversité des utilisateurs et utilisatrices pour faire des produits plus inclusifs pour l'extérieur. Donc là, je n'aborderai pas ça aujourd'hui. Et dernier petit disclaimer, je suis une femme, certes, donc je subis certaines discriminations, mais je suis néanmoins très, très privilégiée. Je suis valide, je suis cis, hétéro, etc. Donc, il y a plein de choses que je suis blanche, plein de choses que je ne subis pas. Donc, je me renseigne sur ces sujets-là. Ça m'intéresse, je continue de creuser, et ça durera toute une vie. Mais je ne suis pas experte de toutes ces questions-là. Très important, s'il y a bien un message à retenir, c'est que j'aimerais que vous suiviez, vous écoutiez, vous vous renseigniez sur tous les différents types de discrimination qui existent. Et ça ne peut pas se faire auprès d'une seule et même personne. Il faut diversifier vos sources pour étendre vos connaissances sur le sujet et vous améliorer. Après avoir dit ça, je voulais vous demander, et là c'est cool parce que je peux voir le chat, rapidement, qu'est-ce que ça vous évoque la RSE? À quoi vous pensez quand vous avez une conférence ou un document ou un message qui passe dans votre boîte ou ailleurs qui parle de RSE? Est-ce que vous avez des connotations en tête, des sujets qui vous parlent? Merci Romain. Du bullshit cadré, dit Marcy, j'aime bien. C'est tout ce que ça vous évoque, vous êtes un peu timide. Merci et Théa d'animer un petit peu le chat. Je vois plusieurs personnes qui sont en train de taper. Je pense que ça s'agite sur le chat. Très bien. Auriel, j'espère que je prononce bien le prénom. Surtout de l'écologie, c'est plus difficile côté social. Très juste. Trendy, mais quid dans la réalité. Farah qui ne sait pas trop quoi dire. C'est un sujet compliqué. Et Frédéric dit de la com. Et Léa dit du greenwashing. En effet. En tout cas, là où je voulais en venir, c'est que souvent... Alors, Marcy. Non, mais en vrai, c'est super, mais quand il s'agit de passer à l'action, c'est toujours complexe à mettre en place parce que les égos sont bien gonflés. Il y a de ça également aussi, je concorde. Là où je voulais en venir, en tout cas, c'est que très souvent, Yad dit réseau social d'ego. On se focus beaucoup sur
sur le côté écologique. On se dit, OK, on va faire notre bilan carbone, on va mettre des corbeilles pour recycler le papier ou les capsules de café, des choses comme ça. Le volet sociétal, au niveau côté social, j'ai l'impression qu'il est souvent moins creusé, ou en tout cas, sinon, c'est avec des vœux pieux. C'est dire, oui, dans notre société, on favorise beaucoup la diversité, on la valorise, on la favorise, etc. Les actions concrètes sur le volet social sont toujours plus compliquées, à mon sens. Et pourtant, c'est un sujet incontournable. Je pense que je vais pas passer le plus gros de la presse à vous défendre. Pourquoi? Parce que je pense que si vous prenez 1 heure de votre déj ici, c'est parce que vous y croyez. Juste quelques petits chiffres qui peuvent aider peut-être à convaincre des futurs alliés au sein de votre entreprise. C'est que pour la moitié des candidats aujourd'hui, le critère numéro 1 de choix d'une boîte, ça va être de sentir que leur bien-être est une priorité. Autre chiffre, 9 femmes milléniales sur 10 considèrent que la politique diversité-inclusion est importante dans une boîte. Et là où c'était un tiers, ça concernait un tiers des boomers, maintenant c'est la moitié de la Gen Z qui lorsqu'elle ressent une discrimination, sera susceptible de démissionner. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà quelques petits outils qui peuvent, j'espère, vous servir pour prêcher la bonne parole au sein de votre écosystème. Petit moment interactif avec l'audience. Est-ce que vous sauriez estimer quel pourcentage des personnes LGBTQIA+ n'ont pas fait leur coming out au travail par peur des réactions ou parce qu'elles ont déjà été témoins de propos discriminatoires envers ces populations? 70-80, 85%, 89%. 90, c'est très élevé. Donc des chiffres très élevés. C'est très élevé ce que vous supposez. Vous êtes un peu loin, c'est plus bas. Donc c'est au moins une bonne nouvelle. Merci 67. Pourquoi il devrait le faire? Ah, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut la garder, Romain, pour la fin? J'aimerais beaucoup en parler à la fin. T'inquiète pas, je suis. C'est une question hyper intéressante. Merci. Bon, je vous révèle le chiffre. Selon une étude de BCG, en tout cas, parce qu'il y en a plusieurs, on parle de 40% des personnes qui n'ont pas fait leur coming out au travail. Petit chiffre complémentaire, 75% des personnes ont subi déjà une interaction négative liée à cette orientation sexuelle ou expression de genre. Autre question, quel pourcentage des Français et Françaises, j'ai oublié un S, portent au moins un handicap? Est-ce que vous avez ce chiffre sur le handicap? « 30%, 10%, 40%, 35%. Là, c'est plus hétérogène. C'est environ 20%, en tout cas, c'est une personne sur 5. Combien de pourcentage de femmes qui sont cadres ou dans les professions intellectuelles reportent des faits de harcèlement sexuel? 35%. 40% également. 70, 50. Qui dit mieux? On est à 40% des femmes cadres qui reportent des problèmes de harcèlement sexuel. Donc quasiment une femme. Autre chiffre extrêmement choquant, si vous êtes un ou une candidate maghrébine, vous avez moins de chances d'être contacté par le potentiel employeur lorsque vous postulez. Est-ce que vous avez une idée de cette part-là, du pourcentage de chances en moins d'être recontacté? Bravo Nadim. On n'est pas loin. Moi, le chiffre que j'ai, c'est 31,5%. Je me suis permis de participer. Tu as bien fait. Côté neuroatypie, est-ce que vous savez quel pourcentage de la population ça concerne? Et j'ai envie de dire, il y en a encore plus, c'est surreprésenté dans le milieu de la tech. Par contre, je n'ai pas le chiffre dans la tech, mais de façon générale, j'ai du 10%, 30%. Bah, écoutez, ça se situe à la croisée des deux. Moi, j'ai vu entre 10 et 20%. Donc, je me suis arrêtée à 15, suivant les études. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui s'ignorent, neuroatypiques aussi. Donc, ce n'est pas facile à calculer. Ouais, c'est vrai que ça serait bien peut-être de donner une rapide définition pour les personnes qui connaissent. Alors, je vais vous renvoyer vers deux conférences qui expliquent ça bien mieux que moi. En tout cas, ça concerne, par exemple, des troubles dyslexiques, par exemple. Donc, ça
c'est assez courant. Ça concerne les personnes qui sont sur le spectre autistique, qu'on appelait pour certains avant les ASPI. On a enlevé cette appellation. Ça concerne aussi des gens qui sont au potentiel, qui ont un TDAH, etc. Ce genre de personnes. Et enfin, quelle part de la génération Z s'exprime, se dit non-binaire? Est-ce que vous avez une idée? Là, n'allez pas si haut, c'est pas tant que ça non plus. Donc la non-binarité, juste pour revenir, c'est le fait... des personnes qui ne s'estiment ni homme ni femme, qui ne se reconnaissent pas dans l'un des deux genres. Oui. Marcy dit entre 13 et 15%, mais je serais très curieuse d'avoir ta source. Moi, dans celle que j'ai trouvée, c'était 4%. Mais voilà, qu'il l'exprime dans une enquête. En tout cas, bon, bref, c'est le chiffre que j'ai. Tout ça pour dire que c'est bien plus élevé que par rapport à d'autres générations, puisque c'est des choses qui commencent à être plus dites, dont on parle plus aujourd'hui. On pourra peut-être discuter des chiffres et des sources. Le résultat est sorti il y a 5 jours. Okay. J'ai une étude aussi qui parlait de chiffres un peu plus hauts, mais... Ok, bon, on pourra en reparler. Merci beaucoup. Tout ça pour dire que c'est important pour tout le monde. Ça concerne beaucoup de gens. Si vous voulez, le persona typique blanc, dans l'âge qu'il faut, valide, hétéro, etc., en tout cas qui est dans la norme, positionnée comme la plus haute dans la hiérarchie sociale, ça concerne finalement peu de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui subissent des discriminations. Alors, peut-être aussi pour dire, comme un disclaimer supplémentaire, cette conf et toutes les autres que je fais, elles ne sont pas là pour... je n'ai pas une volonté moralisatrice. Je ne veux pas avoir un discours qui culpabilise de trop. On a tous et toutes des biais. On ne peut pas vivre autrement, c'est comme ça qu'on est fait. C'est ce qui nous permet d'être dans un système de pensée rapide, de ne pas se poser 50 000 questions à chaque micro-action et chaque micro-décision, micro-pensée, etc. Donc c'est normal qu'on ait des biais. C'est normal qu'on ait des biais racistes, sexistes, validistes, etc., parce qu'on a évolué dans une société raciste, sexiste, validiste, etc. Donc c'est OK d'en avoir. Je pense que la première chose, c'est d'admettre qu'on en a. Parce qu'il n'y a qu'à partir de là qu'on peut s'attacher à lutter contre ensuite. Donc, même moi, en tant que femme, j'ai des biais sexistes, racistes aussi, évidemment, en tant que blanche en plus. Mais en tout cas, c'est normal d'en avoir. Il faut prendre conscience pour pouvoir lutter contre. Sarah, est-ce que tu veux qu'on définisse juste rapidement le validisme ? Oui, le validisme, c'est, ma définition qui est certainement imparfaite, c'est cette pensée qui nous pousse à croire que lorsqu'on n'a pas de handicap, on est plus chanceux, on est mieux, qu'il y a plus de valeur et que c'est très triste d'être handicapé, voire c'est être inférieur. Ouais, je rajouterais juste aussi, c'est le fait que la société soit pensée uniquement pour les personnes qui n'ont ni handicap, sachant que 80% des handicaps sont invisibles. Oui, merci beaucoup. Donc, j'aime bien ressortir cette roue parce que je la trouve très utile. Ça vous permet de faire un peu un état des lieux de où vous vous situez. Plus vous cochez des cases au centre de la roue, plus vous êtes privilégié et donc moins vous êtes à même de vivre et de connaître ou de reconnaître des discriminations qui peuvent être faites. Par exemple, lorsqu'on ne connaît pas la neuroatypie, on ne peut pas savoir et comprendre que des personnes neuroatypiques subissent des discriminations ou vivent des choses plus difficiles, plus compliquées dans un quotidien qui est imaginé pour des personnes majoritairement neurotypiques. Donc ça, c'est un des exemples. Donc, prenez un screenshot ou regardez en replay ou retrouvez cette roue des privilèges, des pouvoirs des privilèges sur Internet. Avec cette cartographie, vous pouvez voir où vous vous situez et combien vous êtes certainement chanceux et chanceuses et combien, en fait, on oublie des personnes, on ne pense pas à elles. Et donc, il y a des sujets que vous pourrez ensuite explorer petit à petit. Donc, première chose, j'ai déjà commencé à en parler là, je pense qu'on ne peut pas avancer sans se former. Sans se former soi, sans former les autres, sans s'informer, sans sensibiliser. Donc, comme je vous l'ai déjà mentionné, c'est important d'avoir une diversité des sources. Vous ne pouvez pas vous dire, OK, j'ai trouvé une personne qui
qui étudie ces sujets-là de la diversité et de l'inclusion, je vais suivre que ses publications, je vais m'abonner à sa newsletter et c'est bon, j'ai fait mon job. Non, c'est pas possible. Il faut que vous diversifiez, que ce soit en termes sur toutes les discriminations possibles et imaginables. Après, on ne peut pas tout faire, donc allez-y petit à petit peut-être. En tout cas, par exemple, moi, sur Instagram, je suis plusieurs personnes trans qui parlent de leur transidentité, de ce qu'elles subissent, etc. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Que ce soit sur des réseaux, que ce soit aller à des conférences ou avoir des replays sur Internet, à lire des articles, des blogs, etc., etc. Donc, différentes sources sur les formats, mais aussi sur les personnes qui parlent de des discriminations qu'elles subissent, mais aussi de personnes qui font des retours d'expérience sur ce qui a été mis en place, soit dans leur vie, soit dans leur entreprise, etc., pour vous nourrir de tout ça. Autre chose, je pense que c'est important de faire appel à des associations et à des professionnels, au-delà des créateurs et créatrices de contenu un peu plus informels. C'est important de se faire accompagner pour les formations. Il y a beaucoup d'organismes qui proposent justement des formations pour les entreprises, des ateliers, etc. Je pense que c'est important aussi de faire ça sur le temps de travail, de ne pas demander, en tout cas à ses salariés, si vous, à titre perso, ça vous intéresse, évidemment, faites-le le week-end ou le soir quand vous voulez, bien sûr, mais en tant qu'entreprise, fondateur, fondatrice, en tant que RH ou autre, n'obligez pas vos salariés à se former en dehors du temps de travail, dédiez des temps pour ça. Moi, je me dis, de proposer une après-midi par mois à l'ensemble de son équipe en tant que manager, par exemple, ou en tant que RH pour l'ensemble des salariés, pour s'informer, s'éduquer sur ces sujets-là et en discuter pour voir ce qui peut être mis en place, ça ne me semble pas déconnant, ça ne me semble pas énorme, sachant, encore une fois, que c'est une obligation de l'entreprise que de faire de la prévention, de la formation et de garantir le bien-être de tous ses salariés. Ensuite, je vous invite aussi à faire une veille continue, c'est parce que vous avez lu un truc sur un sujet à un moment que les choses n'évoluent pas. Justement, là, j'aperçois, j'essaie de ne pas me laisser trop distraire, mais j'aperçois que justement, il y a une nouvelle étude qui est sortie, donc les chiffres évoluent. Je trouve que c'est aussi utile de ne pas laisser ça comme une initiative personnelle, mais d'en parler autour de soi, de se dire, OK, hier, j'ai vu tel conf sur tel sujet, je ne sais pas, sur le racisme, sur le validisme, c'était hyper intéressant. Est-ce qu'on peut en discuter pour voir ce qu'on peut mettre en place, comment on peut améliorer ça au sein de l'entreprise, et même si ce n'est pas au sein de l'entreprise, au moins au sein de l'équipe. Et ça, vous pouvez pas forcément être manager en tant que coéquipier, coéquipière d'une équipe. Vous pouvez dire, OK, on va regarder ensemble telle conférence, et puis on va discuter après, on met au moins en place 2 actions après, par exemple. Ensuite, il y a beaucoup de choses à dire par rapport au recrutement, à l'onboarding et aux évolutions proposées aux personnes. La discrimination positive, c'est un sujet qui porte à débat. Moi, j'ai eu plusieurs visions sur le sujet. On pourra peut-être en parler à la fin en mode un peu débat. En tout cas, c'est une piste peut-être à explorer. Une action toute bête, toute facile à mettre en place, je pense. Lors des formulaires d'onboarding, lorsque vous accueillez une nouvelle personne, les RH vous envoient un formulaire, souvent papier en plus. Ça ne coûte rien de rajouter quelque part une case pronom. Par quel pronom vous voulez qu'on vous appelle? Voir aussi, est-ce que c'est OK pour vous d'afficher le pronom ou pas? Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore très à l'aise sur leur genre, qui sont en réflexion et elles ne veulent pas aller trop vite non plus. Ça, c'est un truc vraiment tellement simple à mettre en place. Ensuite, est-ce que l'anonymat des CV, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise? C'est pas très français. En France, on aime bien avoir même la photo des gens. Dans d'autres contextes, c'est même interdit de mettre ce genre d'éléments. Donc, la photo, est-ce qu'on peut cacher aussi le nom, vu qu'on a vu déjà des discriminations par rapport au nom? Moi, j'ai envie de dire aussi, la diversité, ça passe aussi par la diversité des parcours. Il y a des personnes qui ont fait de grandes écoles qui n'acceptent que d'engager des personnes qui ont fait la même grande école ou une autre grande école très reconnue, alors qu'il y a des parcours différents qui peuvent être tout aussi enrichissants. Donc aussi, est-ce que l'école, le diplôme est vraiment si important? Ce genre de choses. En tout cas, un conseil que je peux vous donner, vous, à titre perso, ne mettez pas votre adresse sur votre CV. Le recruteur n'a pas à savoir où vous habitez, et si d'ailleurs vous pose la question en entretien, moi c'est une erreur que j'ai faite, c'est discriminatoire.
C'est à la personne, au candidat ou à la candidate de se débrouiller pour savoir quel transport il ou elle va prendre pour arriver au travail. Je pense que la transparence dans les salaires, et ça c'est quelque chose que Yeit a fait, est très importante pour la diversité et l'inclusion. Parce que l'opacité, ça va favoriser des discriminations, ça va encourager des inégalités. Donc, je crois que la transparence des salaires, même si c'est très touchy, surtout en France aussi, ça peut être un bon levier. J'entendais dans une conférence d'une consoeur dans la tech que apparemment des formations ne sont pas proposées aux personnes sourdes, par exemple. Des formations qu'on propose au reste des salariés ne sont pas proposées aux personnes sourdes parce que la retranscription coûte, c'est un coût supplémentaire qui d'ailleurs peut être pris en charge par certains organismes. Donc c'est pénible, donc c'est fatigant, donc on se dit bah tant pis, la personne ne sera pas formée. Et donc ça contribue parmi d'autres éléments à faire que certaines personnes discriminées soient en retard par rapport à d'autres gens valides, là dans cet exemple-là notamment. Donc je pense que l'égalité aussi, une fois que la personne est à l'intérieur, c'est hyper important. Et oui, on se base sur un principe d'équité. J'ai mis égalité des chances, c'est peut-être équité des chances que j'aurais dû dire. Certaines personnes ont besoin d'un petit outil supplémentaire pour y accéder. C'est à l'entreprise de le garantir. Je pense qu'un système de body ou de parrain, marraine, du mentorat à l'entrée de l'entreprise, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour faire que la personne se sente mieux accueillie, puisse poser toutes les questions qui peuvent sembler bêtes et se sentir plus à l'aise au départ. Quelqu'un qui sera formé, évidemment. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais la formation des managers en premier lieu est super importante. La formation de tout le monde à ces différentes questions de discrimination. Et enfin, je pense qu'un wiki avec plein de questions peut être intéressant aussi, auquel tout le monde pourrait accéder pour savoir quoi faire en cas dans X ou Y cas, pour se renseigner sur différentes oppressions, discriminations, différentes conditions, mais aussi un truc tout bête comme le jargon. Il y a des personnes qui font une reconversion, qui n'ont peut-être pas tous les codes. Et je pense que de faire un wiki avec, par exemple, des acronymes ou des expressions communes, ça peut servir non pas que aux personnes issues de reconversion, mais aussi à des juniors, aussi à des personnes qui sont dans d'autres métiers, qui ont un instant T, ont besoin de comprendre un contexte, une expression en particulier. Je vois beaucoup d'activités dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions à adresser là tout de suite ? Alors, déjà, je rebondis sur l'ancienne question d'Amélie, je crois, qui posait pourquoi les personnes LGBT devraient faire leur coming out. Et là, je pense que peut-être que tous les deux, vous pouvez répondre en vrai. Ouais. Ça me semble. En fait, il y a des personnes qui se disent bah non, en fait, la sexualité, ça relève du privé, on n'a pas à en parler au boulot. En fait, l'orientation sexuelle et la sexualité, c'est deux choses très différentes. Levez la main et jetez-moi la première pierre, la personne qui n'a jamais demandé t'es parti avec qui en vacances, vous étiez combien, ou t'as fait quoi pendant tes vacances. Et donc, si ma partenaire est une femme et que je me dis qu'en fait je vais être mal vue parce que je suis lesbienne, je vais être très inconfortable à dire mais en fait je suis partie en couple avec ma copine ou avec ma femme. Donc ça met la personne dans un inconfort énorme de se dire ok, est-ce que je mens pas, comment j'élude, etc. Donc en fait c'est juste pour pouvoir exprimer qui on est, sa vie, et donc avec qui on est en couple, ça n'a rien d'intime. Donc c'est normal de pouvoir juste être, si on le veut, hein, parce que c'est pas une obligation non plus, mais de pouvoir être transparente sur son orientation sexuelle. Est-ce que ça répond à la question ? Ouais, j'avais juste complété. Moi, c'est une question que, alors moi, en tant qu'LGBT dans l'entreprise, c'est une question que je me suis posée à plusieurs reprises. Et effectivement, pour ajouter sur ce que tu disais, Sarah, mais avec mon expérience personnelle, c'est pas du tout une obligation de le faire. Sauf que quand on a envie de partager les mêmes niveaux de discussion avec ses collègues où tout le monde parle de son conjoint, sa conjointe, des personnes avec qui ils sortent, etc. En fait, il n'y a pas de cadre complètement dissocié parfois entre la vie privée et la vie de l'entreprise, puisque selon la proximité avec les collègues, on se retrouve amené sur ces sujets. Quand on ne se sent pas à l'aise d'en parler, c'est un vrai moment de gêne et aussi un vrai moment où on se sent isolé et différent des autres membres de l'entreprise. Donc, effectivement, il faut un environnement qui soit, pour les personnes LGBTQIA+, il faut un environnement qui soit à l'écoute
pour pouvoir en parler si on le souhaite. Et ça, c'est hyper important parce que notamment en tant que personne LGBT, je terminerai sur ça, on est très attentif aux signaux et aux mots que les gens utilisent pour savoir si l'environnement est safe ou non. Et on se fait déjà en fait dans notre tête une étude de l'environnement de travail pour savoir si on est entre guillemets en sécurité ou pas. Donc, Et je lis aussi le commentaire de Marcy. On a besoin de parler de nous, LGBTQIA+, pour qu'on arrête d'être discriminés et fétichisés dans nos entourages pro. Effectivement, plus on va en parler, plus ça va devenir un non-sujet. Encore une fois, aucune obligation d'en parler si on ne veut pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stéréotypes et beaucoup d'idées reçues. Donc, ça permet au moins… moi, je sais que j'avais un peu joué ce rôle-là dans certaines anciennes agences de design, entreprises, de sortir un peu des idées reçues, quoi. Mais après, encore une fois, il ne faut pas s'exposer juste pour la cause. Pensez aussi à votre bien-être. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous êtes. Et bon, c'est plus par rapport à l'orientation sexuelle, mais par rapport au genre. Un truc que j'ai fait aussi, c'est arrêter de demander aux personnes enceintes « Ah, c'est une fille ou un garçon ?» C'est « Ah, et il est attendu pour quand le bébé ?» quoi. Enfin, c'est ce genre de questions que je vais poser éventuellement si j'en pose, quoi. Et peut-être je rajouterais un chiffre sur la partie genre. C'est vrai qu'on en parle moins dans la partie LGBTQIA+, mais les personnes transgenres aujourd'hui sont parmi les populations les plus discriminées. Le taux d'employabilité d'une personne transgenre, elle est très basse. Elle est autour de 30-40%. Il faudrait que je retrouve l'étude, je vous l'enverrai. Et leur inclusion sur le milieu de l'entreprise est très compliquée. C'est-à-dire que aujourd'hui, qu'ils le veuillent ou non, en fait, on parle de ce sujet au moment où il y a les entretiens de recrutement. C'est des personnes qui sont très peu retenues. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et notamment à cibler aussi sur les personnes transgenres. En effet. Je continue. Pas d'autres questions dans la chatroom. Juste une remarque de Marcy Charleroi que je voulais remonter, c'est qu'au Royaume-Uni, il est formellement déconseillé par les RH et le recrutement d'écrire son adresse pour lutter contre la discrimination géographique. Ça vient compléter ce que tu disais et du coup, je trouvais ça intéressant de le remonter. Pas d'autres questions. On a ce réflexe, mais en fait, ça n'apporte rien en vrai. Ok, d'autres suggestions ou des pistes sur les locaux et les outils de travail, j'ai regroupé. Alors, il y a des études qui prouvent que les femmes travaillent moins bien. Alors, c'est des généralités, hein, c'est pas tout le monde, mais globalement, le groupe des femmes travaille moins bien quand il fait froid, quand la température, je crois, est autour de 21 degrés. Or, par défaut, dans les bureaux, dans les bâtiments intelligents, etc., la clim est par défaut mise à 21 degrés. Donc, très souvent, c'est « Ah, mais t'es chiante, t'es frileuse, mets un pull », pour que tous ces messieurs se sentent mieux et au frais. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir aussi du côté des températures, pour qu'il y ait pas, pour que la température par défaut ne soit pas défavorable aux femmes, par exemple. Après, ça se discute, on peut la régler, etc. Mais ça, c'était un petit truc que je me suis dit, tiens, c'est quand même révélateur. Après, et bon, c'est quelque chose d'absolument évident pour les personnes qui souffrent d'un ou plusieurs handicaps. Parfois, il y a des aménagements à faire. Ça peut être pour pouvoir accéder à des objets, ça peut être pour pouvoir être assis ou assise différemment, ça peut être un moniteur supplémentaire, un casque, par exemple, anti-bruit. Il y a plein de personnes neuroatypiques qui sont extrêmement déconcentrées par le bruit, et les open space, il n'y a rien de pire. Donc, leur proposer un casque anti-bruit, ça me semble très facile, en fait, à mettre en place. Le mobilier aussi, je n'ai pas parlé de grossophobie, mais des sièges avec des accoudoirs, ça peut être vous pouvez rendre la vie impossible à des personnes grosses, ou en tout cas qui ne sont pas dans la norme des chaises habituelles avec des accoudoirs. Donc voilà, tout ce qui est bruit, luminosité aussi, il y a certains néons, certaines lumières qui sont trop fortes pour certaines personnes. Donc tout ça, c'est à étudier de près. Pour moi, dans ce que je mets derrière service, il y a aussi tout ce qui est, par exemple, est-ce qu'une crèche à côté, ça peut pas être un énorme avantage pour un parent ou pour des parents. Je ne sais pas si une salle d'allaitement, c'est quelque chose qui aussi pourrait être envisagé près de la crèche. Moi, je suis pas maman, donc je ne peux pas m'en rendre compte, mais en tout cas, il y a plein d'aménagements, je pense, qui peuvent être faits dans ce sens-là. Et surtout, si vous avez des locaux qui sont à péta ou schnock,
essayer de mettre d'autres services en place, des trucs tout bêtes du quotidien pour que la personne se sente incluse, n'ait pas à poser un demi-jour de congé pour traiter tel et tel dossier ou à faire ça le week-end. Ensuite, sur les outils plutôt numériques, de la retranscription, par exemple, de la vélotypie, ça peut être utile pour des personnes sourdes ou malentendantes. Il faut savoir que 8% des hommes sont... j'ai le mot colorblind qui sort. Daltonien, merci Béatrice. 8% des hommes qui sont daltoniens. Donc, quand vous faites des graphiques, de la BI ou peu importe des designs où l'information ne peut être lue qu'à travers la couleur, faites attention aux couleurs et trouvez un autre moyen aussi pour exprimer cette information. Un truc tout bête aussi, les protections menstruelles, on commence à en voir de plus en plus dans des bars, dans des bureaux, etc. C'est tout bête. Aujourd'hui, ça nous paraît très choquant qu'on nous dise « ramenez votre PQ au bureau ». C'est juste absurde. C'est une commodité qui doit être mise à disposition des personnes. Et tout comme les protections menstruelles, non, les personnes ne vont pas se mettre à les piquer. Et si c'est le cas, revoyez peut-être vos salaires. Ça semble quelque chose d'évident et ça réduit beaucoup la charge mentale des personnes qui peuvent se concentrer à plein de temps sur le cœur de leur travail. Dans l'organisation du travail, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à revoir. Là, il y a plein de mots-clés, plein d'idées. Je vois que l'heure tombe, donc je vais essayer d'aller vite. Je pense que déjà, favoriser plus d'asynchrone, ça peut être quelque chose de très utile. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aménagements particuliers, des personnes qui souffrent d'une maladie ou d'un handicap ou qui ont X contraintes ou raisons, et pour lesquelles c'est très compliqué, en fait, et c'est lourd d'avoir un boulot de 9 à 6 en continu, avec des réunions, une obligation d'être là, etc. Les cadres n'ont pas d'obligation normalement d'horaire, ils doivent juste et elles doivent juste fournir un travail. Néanmoins, on sait bien que dans la réalité, il y a beaucoup de contraintes horaires. Et je pense que de travailler davantage en asynchrone, et ça passe beaucoup par l'écrit notamment, mais peut-être par plein d'autres solutions auxquelles je ne pense pas aujourd'hui, qu'il faudrait réfléchir ensemble. Avoir en tout cas moins de contraintes horaires, je pense que ça peut vraiment favoriser l'inclusion des personnes. Quelqu'un qui, je sais pas, qui souffre d'un Covid long et qui a de temps en temps besoin de faire une sieste pour pouvoir repartir après, il vaut mieux qu'elle fasse sa sieste pendant 3 heures si besoin, mais qu'après elle ait plus d'énergie, plutôt qu'elle fasse juste du présentéisme et qu'elle n'avance pas et qu'elle ne soit pas bien. Et ça, c'est un exemple. Le télétravail aussi, parfois, il y a des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre dans l'entreprise, dans les locaux peut-être, par exemple. Peut-être qu'à court terme, on ne peut pas mettre une rampe, même si c'est la loi. Donc, juste la base, permettez plus de télétravail. Comme ça peut permettre à des gens qui ont différentes contraintes ou difficultés de se sentir bien. Pareil, des profils neuroatypiques qui sont très fatigués par toutes les interactions sociales. Plus de télétravail, il y a plus de calme, elle peut mieux travailler. La semaine de 4 jours, moi, ça me semble une évidence et ce sera bien pour tout le monde. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pour moi, c'est quelque chose qui peut que faire du bien et ça a été prouvé dans certains pilotes. Les réunions, moins de réunions, forcément, parce que les réunions, ça nécessite que toutes les personnes se coordonnent. Donc, si on veut plus d'asynchrone, ça veut dire moins de réunions. Donner plus explicite. Il y a beaucoup de personnes neuroatypiques qui ne comprennent pas l'implicite, qui sont mal à l'aise, qui interprètent sinon, qui ont beaucoup d'interprétations différentes pour les messages implicites. Donc, favoriser l'explicite, ça peut aider aussi tout le monde. Et donner la visibilité sur qu'est-ce qu'on va faire dans cette réunion, quel sujet on va aborder, quels documents on va étudier. Si vous le donnez en amont, il y a des personnes qui se sentiront bien plus à l'aise pour prendre la parole, pour commencer à réfléchir au sujet, plutôt que si elles sont un peu prises de court. Et voilà, cette urgence, ça les fait sentir mal à l'aise. Le congé parental, ai-je besoin de l'expliquer? C'est pour moi évident que les 2 parents, ou les 3 peut-être, un jour, on verra comment la société évolue, mais en tout cas, au moins que 2 parents puissent avoir le même temps de congé parental. Ça, c'est surtout parce qu'aujourd'hui, c'est majoritairement les femmes qui prennent cette charge-là et qui sont ensuite bloquées à leur retour de congé maternité. Congé menstruel, moi, pour moi, ça porte à débat. Je vois du positif, mais aussi, je connais le monde dans lequel on vit et je me dis que ça peut se retourner aussi contre les femmes.
Donc, si c'est un congé menstruel au sein de votre entreprise, top. Si c'est généralisé, je le sens un peu moins. Mais bon, ça, c'est à discussion. En tout cas, moi, je pense que ce serait peut-être pas mal qu'on donne un congé, plus de RTT à tout le monde et qu'ils ou elles puissent les utiliser comme ils ou elles veulent. Après, bon, ça revoit toute l'organisation du travail et ça touche aussi à cette semaine de 4 jours. Voilà. Je refais une slide et après, on a une partie questions. Un truc qui me semble évident et choquant, c'est que souvent dans les after-work ou les séminaires, les menus ne sont pas du tout inclusifs. Surtout en France, on aime le vin, la charcuterie, le fromage et le pain. Et en fait, je peux vous donner bon nombre de personnes qui se sentent du coup un peu dépitées face au choix très restreint qui s'offre à elles. Donc, demandez, s'il vous plaît, les allergies alimentaires. Et aussi, surtout, il n'y a pas besoin de demander, c'est juste la base de ne pas proposer que de la charcuterie. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Ensuite, dans les activités aussi, dans ces after-work et séminaires, il y a beaucoup de choses qui peuvent être sportives, qui peuvent concerner se mettre comme ci, comme ça, toucher les gens, courir, sauter, des choses comme ça. Il y a plein de personnes qui ont des douleurs ou des difficultés à se mouvoir. Il y a aussi des gens qui ne sont juste pas à l'aise dans leur corps, ou en tout cas pas à l'aise dans leur corps avec leurs collègues. Je trouve que c'est quand même voilà, c'est pas l'idéal de devoir courir ou sauter ou crier ou des choses comme ça. Voilà, moi, j'ai pas forcément de proposition à côté parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup se dépenser aussi et ça permet de faire du team building aussi, de faire du sport ensemble, etc. En tout cas, je pense qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Il faut pas que ce soit quelque chose d'automatique. Il faut pouvoir inclure tout le monde. Les icebreakers aussi, il y en a plein qui servent, je trouve, pas à grand-chose. Et qui mettent juste dans des situations gênantes et inconfortables des gens qui n'aiment pas avoir à donner des choses très personnelles ou faire des choses qui les mettent mal à l'aise. Donc, il y en a certains, je pense, qui sont à revoir. Les horaires, pareil, vous faites un after-work de 18h à 21h. En fait, comment font les parents ? Donc j'ai envie de dire, si c'est pour souder les équipes, c'est pour mieux travailler, c'est du travail, donc le faire sur les horaires de travail, ou sinon, parce qu'on a envie de se détendre et boire un verre et dans un autre contexte et aller à un bar, etc., ok, pourquoi pas, mais du coup, proposer un mode de garde, rembourser la babysitter ou le babysitter. Enfin, pour moi, c'est des choses qui devraient être automatiques. Un exemple, dans une boîte dans laquelle j'étais avant, ils sont allés faire un jeu de laser game et bizarrement, tous les mecs du bureau y sont allés et les 3 ou 4 femmes ne sont pas allées. Et je sais qu'elles sont mères. Donc, pour moi, c'est pas un hasard. C'est ce que je veux toucher sur la logistique. Là aussi, sur les after-work et les séminaires, je pense que c'est mieux de donner la visibilité sur les activités plutôt que de dire ce sera surprise, on vous donnera juste le lieu de réunion, on se retrouve à tel endroit et puis on ira, puis tout le reste c'est surprise. Je pense que ça met aussi dans l'inconfort beaucoup de personnes. Donc ok, oui, vous enlevez l'effet de surprise ou bien sinon vous pouvez aussi proposer un menu. Toi, est-ce que tu as envie de vivre le truc, l'expérience en tant que surprise totale, ou est-ce que toi, tu préfères avoir de la visibilité et offrir à chacune le choix. Voilà, ça ne me semble pas si compliqué à mettre en place. Des questions ? Il n'y a pas de questions, ni dans le chat, ni dans les questions. Il y a beaucoup de remarques et de réactions. Ok. Mais pas de questions particulières. Ok, très bien. Je continue et puis il y aura peut-être d'autres débats ou de questions après. Ouais, vas-y. Il y aura une 3e session pour info. Yes. Je vais aller vite parce que l'heure tourne. Sur l'informel, je pense que sur l'informel, il y a à la fois beaucoup de quick wins, des façons très faciles et rapides d'améliorer l'inclusion, et à la fois des choses tellement ancrées que ça va mettre des années. En tout cas, pour tout ce qui est informel, je pense que ça va reboucler avec la partie sensibilisation et ateliers, etc. Mettre en place au sein de vos équipes ou de votre entreprise un safe word, c'est-à-dire un code, un signe, ou ça peut être un signe aussi physique à voir, qui permet de dire stop, de faire pause, de dire attends, là ce qui s'est passé, c'est pas ok. Cette remarque ou cette blague ou cette réflexion ou ce geste n'était pas ok. Et de se dire ok, en fait si ça dérange quelqu'un, si ça gêne quelqu'un, c'est pas ok, peut-être qu'on n'a pas le temps en pleine réunion de creuser sur le sujet et qu'on en parlera après. Guacamole, c'est génial comme c'est fort, j'adore.
On l'étudiera peut-être après, le pourquoi, le comment, et voilà, en sous-groupe ou pas, mais en tout cas, c'est peut-être pas le moment. En tout cas, ça permet de juste dire et de signaler. Parce que le problème avec les discriminations ordinaires et toutes ces micro-agressions qui parfois ne sont pas micro, en fait, ces agressions du quotidien qui sont banalisées. Désolée, je ne sais pas si vous entendez le bruit dehors. Ouais. C'est que ça passe, c'est récurrent, ça passe et on laisse passer. Et comme c'est petit ou c'est courant, on laisse passer. Et donc, plus de fois on pourra entendre ce safe word ou ce signe, plus on se rendra compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'on a intégrées et qu'on ne voyait pas comme problématiques, qui sont problématiques. Donc ça, je pense que c'est un outil qui est facile à mettre en place et qui peut être très utile. Sur les sujets récurrents aussi, j'ai bossé dans une boîte qui n'était pas particulièrement sexiste, mais il y avait beaucoup de personnes qui étaient fans de foot, majoritairement de foot, d'autres sports aussi, mais beaucoup de foot. Et très souvent, dans les moments informels, ça retombait sur des discussions de foot. J'ai rien contre le foot, très bien, mais en fait, quand c'est toujours la même chose, il y a certaines personnes qui soit vont se sentir obligées de suivre l'actualité du foot pour pouvoir participer à la conversation, soit se dire, bon, bah, ça me saoule, j'ai rien à faire dans cette conversation, qu'est-ce que je fais là? Donc, essayer de varier aussi les sujets, ça peut être intéressant. Après, je sais qu'on ne veut pas non plus tout former, tout cadrer, c'est de l'informel, donc ça doit rester quand même assez naturel, mais prendre conscience que si on parle toujours des mêmes choses, peut-être qu'on exclut certaines personnes. Sur le small talk, justement, quelque chose que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est de dire, OK, tu sais ce que tu vas faire pendant les vacances, ou quelqu'un qui me raconte un retour de vacances, je dis, est-ce que tu y allais en couple, entre amis, etc. Je ne vais pas dire avec ta femme ou avec ton mari. Ou par exemple, si quelqu'un me parle de ses enfants, je ne vais pas dire, ah oui, et le papa ou la maman, parce que je ne sais pas si c'est un couple homo ou hétéro. Donc, ce genre de choses, c'est des petits trucs. Au début, il faut y penser, mais après, ça devient naturel. Alors, après, l'humour, je l'ai mis vraiment en majuscule parce que je pense que c'est un des trucs les plus problématiques. Est-ce que quand vous faites une blague, vous riez avec ou vous riez sur? Et je sais aussi que l'humour, c'est un mécanisme très courant pour des personnes d'ailleurs qui sont introverties ou qui sont un peu timides, justement de se protéger, de se faire accepter, d'amener de la légèreté. Sauf que la légèreté pour certains et certaines, c'est de l'agression et de la violence pour d'autres. Donc quand on vous dit, mais en fait, pourquoi tu as dit cette blague? Moi, je vois pas, je comprends pas. Pour moi, c'est pas drôle. Ou non, mais c'est blessant. En fait, réfléchissez à votre humour, à ce que ça veut dire pour l'autre. Et c'est difficile. Et si vous regardez aussi du stand-up, si vous commencez un petit peu à creuser, je sais pas, Jamel Comedy Club ou autre, j'ai mentionné celui-ci, mais ça peut être plein d'autres, vous vous rendrez compte qu'en fait, il y a plein d'humoristes qui ne se basent que sur des préjugés sexistes, racistes, validistes, etc., etc. Et en fait, c'est pas drôle. Donc, c'est difficile de rire sur soi, de rire avec les autres. Et voilà, juste un petit point d'alerte sur l'humour. J'ai pas de solution, j'ai pas de blague toute faite à vous partager pour détendre l'atmosphère. Mais en tout cas, ça, c'est un gros point d'attention que je voudrais vous laisser. Tout ça, c'est très lié à la sécurité psychologique. Parce que si je suis dans un endroit où il n'y a pas de sécurité psychologique, ça va être difficile pour moi de dire attention, en fait, cette blague, elle ne m'a pas fait rire. Ou là, attention, ton commentaire, il est raciste. Parce que si je me prends un gros backlash, je sais que ça ne va pas être possible. Donc, j'ai envie de dire, c'est un cercle vertueux parce qu'on sait que dans des équipes, notamment agiles, et des projets participatifs, etc., on a besoin de cette sécurité psychologique pour que tout le monde s'exprime, pour améliorer une techno, pour améliorer une fonctionnalité, pour tout ce que vous voulez, mais aussi pour mieux se sentir ensemble. Donc, si vous travaillez à améliorer cette sécurité psychologique pour des raisons agiles, mettons, ou produits, travaillez là aussi pour des raisons plus sociales, plus inclusives. Et sachez que si vous travaillez, en tout cas, pour cet axe plus inclusif, ça va de toute façon, ça va pouvoir que apporter des bénéfices sur la sécurité psychologique pour votre produit ou pour vos process. Et enfin, je crois que Nadim, tu l'as mentionné aussi dans le chat à un moment, je pense que c'est essentiel de se donner les moyens. Déjà, il faut qu'il y ait un sponsorship fort de la part des leaders de l'entreprise. Pas que, évidemment, il faut qu'il y ait plusieurs alliés ou agents du changement
qui se situent à différents niveaux de la boîte. Mais en tout cas, si ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte et en haut, ça va être difficile. Ce n'est pas impossible. Vous pouvez créer des petites bulles d'inclusion, des petites bulles de safe. Mais en tout cas, si vous voulez changer les choses en grand, il faut arriver à mobiliser des leaders qui vont appuyer pour œuvrer dans ce sens-là. Donc, au maximum, les managers, les directrices et directeurs doivent être mobilisés. Il faut poser un cadre. Le cadre, c'est très important, alors que ce soit sous forme d'une charte, que ce soit un rappel de la loi, tout simplement, que ce soit des principes et des valeurs. Vous pouvez d'ailleurs peut-être inscrire ces choses-là dans vos valeurs d'entreprise. Le safe word, ça fait partie aussi du cadre, de dire, OK, quand il se passe un truc grave, qu'est-ce qui se passe? Qu'on fait un atelier derrière, une discussion, une médiation, etc. Important. Donc, les référents et référentes aussi dans les équipes, c'est bien de pouvoir avoir des agents et d'agentes un peu disséminés partout, pour qu'il y ait des relais d'information, que ça redescende, que ça remonte, que ça circule dans tous les sens. Et qu'on sache aussi identifier, si jamais il s'est passé un truc pas cool, que je sache vers qui m'adresser. Spontanément, on va peut-être se dire, normalement, sur le papier, ça devrait être manager ou RH, mais parfois, les managers ou les RH ne sont pas formés sur ces questions-là, ne sont pas assez avancés dans leur cheminement, donc je ne vais pas me sentir suffisamment à l'aise pour aller leur en parler. Donc, c'est bien de savoir que j'ai un ou une référente. Une ligne téléphonique anonyme, mais aussi, je pense, de soutien psychologique qui est proposée par une entreprise tierce. Je me dis que ça peut être utile aussi. Je n'ai pas de retour là-dessus, mais je pense que ça peut être utile, et que ce soit pour des questions de discrimination pour ces raisons-là, ou même aussi de harcèlement moral qui peut être indifférent de ces questions d'intersectionnalité aussi. De faire des rappels réguliers et aussi un bilan, de faire une enquête régulière, anonyme, pour savoir comment les personnes se sentent vis-à-vis de ces questions d'inclusion. Est-ce qu'elles ont senti à un moment qu'elles ont été mises de côté ou mal considérées pour X ou Y raison, surtout de façon anonyme, évidemment, à faire régulièrement pour voir si les choses avancent, pour voir aussi sur quel sujet et axe vous devrez prioriser vos actions. Je pense que c'est très utile. Bien sûr, ça nécessite à minima du temps. Je l'ai mentionné tout à l'heure, par exemple, une après-midi par mois à passer ensemble, à discuter, à se renseigner, à se former sur ces sujets. Et idéalement aussi des budgets, parce que je disais aussi faire appel à des associations ou à des organismes de formation spécialisés, ça coûte de l'argent. De mettre en place des ascenseurs ou des espaces plus accessibles, ou de fournir des casques anti-bruit, etc., de faire de la vélotypie, tout ça, ça aussi en coût. Mais j'ai envie de dire, bien sûr, les entreprises ne sont pas, on va se le dire, philanthropiques. Leur but, c'est de générer du chiffre. Oui, néanmoins, ça n'empêche pas. En fait, l'un n'empêche pas l'autre, je pense. Et si vous voulez fidéliser vos équipes, si vous voulez que les gens même aient envie de rejoindre votre entreprise, je pense que ça fait partie des investissements. Si on ne le fait pas pour l'amour de l'humain, faisons-le au moins pour un but smart, un peu plus long terme, mais de rentabilité aussi. Je pense qu'on peut l'aborder sur cet angle-là. Ce n'est pas la meilleure raison pour moi, évidemment, mais voilà, je pense que ça peut avoir des effets positifs dans ce sens-là aussi. Je vous laisse, je ne sais pas si je pourrais partager après les slides, sinon contactez-moi après sur les réseaux. Je vous laisse quelques références. Donc, un bouquin qui est très bien de Nathalie Achard, qui s'appelle « En finir avec les discriminations », qui avant s'appelait « Mon privilège, ton oppression », qui vient d'être réédité. Si vous voulez un petit aperçu de ce que vous pourrez y trouver, vous avez un article sur le blog de la Place des Grenouilles, donc de l'association, avec une liste des discriminations qui existent. Si je vous ai parlé de grossophobie, je n'ai pas parlé de lookisme. Il y a une partie sur le racisme, le sexisme, l'hétéronormativité, etc. Donc pour remettre un peu les définitions et des exemples. Un très bon article, je trouve, de Florence Chavanouad qui s'appelle « Manuel de survie de la femme dans la tech ». Donc, vous pourrez vous mettre dans la peau d'une femme et de ce qu'elle peut vivre dans ce milieu qui est un peu hostile. Un article en anglais pour rendre la vie des femmes un peu moins insupportable. Et après, plein de confs. Donc, il y a là 2 confs que Marty a animées, seule ou à 2. C'est les femmes dans vos équipes tech et inclusion des personnes LGBT+, dans la tech, comment passer à la vitesse supérieure. Vraiment, c'est des super confs. Je vous les recommande vivement. Regardez-les seuls, regardez-les à plusieurs et discutez-en après pour savoir ce que vous pouvez mettre en place. Encore sur le recrutement des femmes et l'inclusion des femmes dans un milieu d'hommes par Florence Chavanouad, en bas, Mixit.
J'ai aussi fait un petit lexique antisexiste à Rennes. C'est très introduction pour avoir les notions, les concepts théoriques et des exemples de ce que peuvent subir les personnes sexisées. D'autres exemples, il y en a 2 là sur la neurodiversité, sur les 2 coins, la neurodiversité au travail et comment intégrer au mieux une personne autiste en entreprise. Il y a aussi, au secours, j'ai une personne handicapée dans mon équipe. Donc, c'est une personne qui est sourde, qui explique ce qu'elle peut vivre et ce qui est à mettre en place. Et aussi sur les reconversions, parce que c'est aussi des personnes atypiques qui peuvent être discriminées, notamment dans la tech, où il y a un certain élitisme par rapport aux formations, aux expériences, etc. Donc, voilà, quelques exemples. Et voilà, je voulais vous demander si vous avez quelques minutes avant de reprendre votre journée de travail, si vous pensez que vous allez pouvoir actionner quelque chose. Alors, pendant que les gens répondent, il y a Yads qui te pose une question. Tu parlais de choix. Comment la donner quand soi-même, on n'en a pas? Posture managériale, par exemple. Choix, pardon? Ouais, tu parlais de choix. Comment est-ce qu'on peut donner, ce choix quand soi-même on n'en a pas à cause d'une posture managériale? Et le Je sais choix pas de si quoi, Yads. pardon? Je comprends pas. Ouais. Je sais plus à quoi Choix du Yads. repas, par exemple, alors que le budget ne le permet pas. Je suis un peu surprise de savoir qu'on ne peut pas ramener des légumes, par exemple, ou du thon. Ou, pour moi, la charcuterie, c'est plus cher que plein d'autres choses qui sont plus consensuelles. Donc, j'ai un peu de mal. Clairement. En attendant, moi, je vous ai remis peut-être quelques points clés de ton intervention. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Un peu en conclusion, notamment, si je les rebalaye, tant qu'il n'y a pas d'autres questions, il y avait la question de situer ses privilèges, de comprendre les sujets de la diversité des discriminations, se former, lire, écouter, comprendre. Et ça, je trouve que c'est un point particulièrement important, que connaître une discrimination, ce n'est pas toutes les connaître. Et ça, je trouve que c'est un point particulièrement clé puisqu'on a souvent des personnes, moi ça m'est souvent arrivé de croiser des personnes qui me disent je suis LGBT, donc en fait je sais ce que c'est le sexisme. Oui, enfin c'est pas exactement la même chose. Ou je connais le racisme, ou je connais, etc. etc. Tu parlais aussi des moments clés, que ce soit le recrutement, l'onboarding, l'évaluation ou les temps informels, qui ne doivent pas exclure, stigmatiser. Penser l'environnement de travail et les moments collectifs avec les salariés pour qu'ils s'adaptent à toutes et tous. On a eu tendance à penser le lieu de l'entreprise sous une version un peu uniforme. Et par uniforme, souvent celui de la majorité ou de ceux qui dirigeaient, qui avaient parfois toutes et tous les mêmes profils, plutôt tous d'ailleurs. Adapter l'organisation au travail. Tu parlais aussi de parler des sujets, de se sentir concerné et d'engager toute l'entreprise, surtout la direction. Voilà, j'ai balayé un peu tous les éléments et je pense que peut-être aussi un dernier mot, c'est que c'est un travail d'une vie. Tout sera jamais complètement acquis, en fait. Donc ça, ne pas se reposer sur ses acquis. C'est pas parce que je suis allée à une conf sur le sexisme ou sur le racisme que c'est bon, je connais tout et je peux venir donner des leçons et voilà. Ça, je pense que c'est vrai en disant aussi qu'on n'a pas forcément besoin de tout connaître ou de se flageller sur le fait de ne pas connaître. Pour moi, il faut juste aller aussi dans une direction où on en fait quelque chose de générique, de normal, en fait, juste de se questionner sur ces points et pas se dire, ce qui arrive encore aujourd'hui en entreprise, je ne suis pas concerné, donc pourquoi c'est à la majorité de s'adapter. Donc, en fait, pour moi, c'est juste finalement sur le bien-être au travail, il faut intégrer comme composante du bien-être au travail un sujet où les individus sont différents sur plein d'aspects. Le but, c'est pas d'adapter l'entreprise à l'infini, mais d'essayer au maximum de mettre en place des choses pour que tout le monde s'y sente bien. Oui. Alors, pareil, comme tu le dis, tout le monde à 100% ne pourra pas se sentir super bien parce qu'il y en a qui sont mieux en open space parce qu'il faut de la vie, du bruit, etc. Et ça ne convient pas aux autres. Mais c'est en tout cas essayer d'adapter au maximum plutôt que de tout vouloir uniformiser selon une norme qui n'est finalement pas si majoritaire en plus que ça. Complètement. Merci beaucoup. Merci Yad. Merci à tous et toutes.
Donc, Merci. Si vous voulez donner votre avis sur ce petit talk, vous avez un petit sondage dans l'onglet sondage en bas à droite. Et du coup, encore merci Sarah pour ton intervention. Avec plaisir, merci pour l'invitation. Et j'essaie de parcourir le chat parce que je crois qu'il y a eu des liens qui ont été partagés. J'ai peut-être pas Je tous les les, bons chiffres, tout ça. je les ai pris, on va les rajouter à la presse et si ça D'accord. te va, on partagera tout ça. Merci beaucoup pour votre participation active et désolé, j'ai parlé un peu vite. non, non, c'était super. Merci beaucoup, Sarah. Et n'hésitez pas à répondre au sondage, ça nous aidera aussi pour les prochains rôtis. Et on vous retrouvera sur de nouveaux sujets. Merci, à bientôt. Merci. Ah merde, pardon, j'avais pas publié le sondage, désolé. Ah, c'est bon, moi ça y est, je l'ai reçu. Alors, vous Désolé, pouvez désolé. répondre au sondage. C'est la régie, c'est la technique, c'est tout cassé. Et on essuie encore les plâtres, c'est les débuts. Pour l'instant, on a Ouais, 10 votes, 70%. Super meet-up, je n'ai pas perdu mon temps. 36%, le temps ensemble a été très utile. Ce format est à refaire sur d'autres sujets. 12 votes sur 16. Et ben, je crois que tout le monde en a été quand même très satisfait. Merci beaucoup, Sarah. Je pense qu'il y avait aussi pas mal de personnes qui peut-être connaissaient déjà ces sujets, mais je trouve que c'est toujours intéressant de voir d'autres intervenants les aborder différemment que de la manière dont on les aborde. ouais. Merci beaucoup à Marcy, Yad, Frédéric, je crois, ceux qui ont partagé des liens, Nadou aussi. Ouais, merci à votre participation. C'est Oui, ça qui rendait la discussion enrichissante. Carrément. Super. Et ben, je pense qu'on va pouvoir se quitter sur ça. Eh ben merci. On a 14 minutes quand même. 14h02, on a un peu cramé. Je quitte, je clôt l'événement. Attention. 3, 2, 1. Ciao.